Eh salut tout le monde! Comment ça va? Ça va bien ou quoi? Ah, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ce type de musique. Salut! Alors pour ceux qui ont reconnu, ça c'est une salsa bien évidemment. Et on vous parlera de cette musique, bien spécifiquement mercredi, quand on fera le cours de salsa de la rentrée, nouvelle saison, on recommence. Enfin, on continue, on recommence, on continue. Bon. Cette musique bien spécifique, là, elle a une petite histoire. Et on vous en parlera avec Bibou. Mercredi. Ça va très bien, merci beaucoup pour un lundi matin. Écoutez, on se remet dedans, quoi. Hein, on se remet dedans, tu vois. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, même si il faut se remettre dans le rythme quand même, tu vois, parce que ça fait très longtemps que on n'a pas eu à reprendre un rythme actif très tôt. Donc, pour tout vous dire, j'ai même pas pu finir mon petit déjeuner qui est ici. Voilà. Je sais pas si je le finirai. On verra. Ça dépendra de ce qui se passera ce matin. Donc, salut à tous. Oh, Inohashi, ça va ou quoi? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Hein, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. T'avais disparu à la surface du monde. Hein, bah, bien re-bienvenue à toi. Lolita0726, qu'est-ce que tu fais là, toi, un lundi matin, Lolita? Lolita, je vais dire Lolita, c'est mieux. Que fais-tu là, un lundi matin? Hein? T'es pas tout le temps là, le lundi matin, toi. Ouais, tu me diras, nouvelle année, nouvelle saison. Hein, faut qu'on change nos habitudes. Bah oui, bah oui. Faut que j'oublie ce qui s'est passé l'année dernière, et puis voilà. C'est une nouvelle année qui commence, donc vous avez peut-être un nouveau rythme, un nouveau travail, peut-être des enfants qui sont arrivés entre-temps, donc vous êtes peut-être en congé maternité pour certaines. Et ben maintenant, vous pouvez profiter des lives. Merci à toi, Jess, merci Jessica. Vous pouvez profiter des lives du matin, donc moi je suis là tous les lundis. J'ai une petite tache d'eau là, tiens. Et avec Vibou, ça sera... on est mieux comme ça, voilà. Et avec Vibou, ça sera le jeudi matin, à 10h, voilà. 2 rendez-vous du matin, le lundi et le jeudi. Ça vous retenez bien. Hein. Merci Lucie d'être avec moi pour la première fois. Hein, merci beaucoup. Merci beaucoup Céline. Merci à tous. Salut Perrine. Hein, ah ouais, c'est vrai que t'étais là le lundi matin, toi? Lolita, excuse-moi. Salut vous. Merci beaucoup Fanny. Hein, merci beaucoup. Ah bah Inohashi, bah écoute, ah ouais, ta femme accouche. Oh là là. Enfin non, elle est en menace d'accouchement prématuré. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Faut surveiller ça. Hein. On reste alité, on reste allongé. Attention, si le bébé veut sortir, surtout pour les prémas, ouais, faut qu'elle se repose à fond. Hein. Bah écoute, tu nous tiens au courant, hein. On te verra du coup peut-être un peu plus régulièrement si t'as un petit peu plus de temps entre guillemets. Mais bon, voilà, occupe-toi de ta femme, hein, c'est très important. Je vous le dis, je suis à fond, je suis à fond. Ça fait bizarre le retour des lives le matin, je suis d'accord. Je suis d'accord. Salut Margot, salut Jessica, salut Lucie. Merci beaucoup, hein, merci à tous. Alors là, merci à toutes et à tous. Il y a un homme, peut-être 2, peut-être 3. Je sais qu'il y a un Julien aussi qui regarde nos lives, je ne sais pas qui est-il. Qui est ce Julien qui regarde nos lives? Si tu es là, manifeste-toi. Je sais qu'il y a Yousri aussi. Et Inohashi, évidemment. Eh Caro! Tu cheers toi alors pour la première fois? Oh là là! Alors je sais pas trop ce que c'est les cheers, hein. Mais merci beaucoup, hein. Alors merci à tous, hein. C'est quoi les cheers? Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça fait plaisir. Merci les cheers. Merci pour tous ceux qui ont cheersé. Angel aussi, elle a fait un cheers. Un cheers. Je crois que c'est un genre de type, non? Les cheers, il faut que je me renseigne là-dessus. 100 et 100. Bah merci beaucoup, hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Merci beaucoup. J'espère que vous passerez un bon live aujourd'hui. C'est un peu comme des types, ouais, c'est ça. Merci Angel. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme des types, ouais. C'est ça, effectivement. Ah, merci Caro.
Merci Caro. Non, je vous ai jamais obligé à prendre Amazon Prime. J'ai juste dit que si vous voulez nous soutenir gratuitement en plus, vous prenez Amazon Prime. Bon, ça vous coûtera 49 € l'année. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout Amazon Prime, donc ils veulent pas du tout prendre ça. Mais Amazon Prime, c'est cool, hein, même si tu commandes pas sur Amazon. Hein. T'as de la musique, t'as des vidéos, t'as des trucs comme ça. Mais je sais, il y en a, ils veulent pas. Mais merci Caro. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc j'espère que vous passerez un bon live ce matin. On va parler argent. Voilà. Salut Perrine. Tous les lundis matins, ça sera argent. Ah oui, c'est vrai que Perrine, avant, elle était enceinte. Hein. Et maintenant, elle a accouché, Perrine. Mais salut Tahiti Jus, merci à toi, merci beaucoup. Merci, merci. Donc pour tous ceux qui boycottent Amazon, sachez que là, vous êtes sur Twitch et que Twitch appartient à Amazon. Eh ouais, ça a été racheté par Amazon, les amis. Donc là, vous êtes du côté obscur, vous êtes là dans le 666, dans le 666, Satan est avec vous. Là, vous êtes en train de donner un petit peu de votre temps au grand Jeff Bezos. Mais non, parce que Jeff n'est plus le grand patron d'Amazon. Mais si vous ne le saviez pas, sachez-le, peut-être qu'il y en a qui vont quitter Twitch tout de suite. Mais Twitch appartient bien évidemment à Amazon, tout comme YouTube appartient à Google, tout comme Instagram appartient à Facebook. Et Facebook a aussi autre chose. Enfin, ils ont plein de trucs, hein, voilà. Hein. Mais voilà. Mais tous ceux qui boycottent Amazon, sachez que bon, il y a plein de choses que vous utilisez, notamment plein de services du cloud, d'internet, etc. Amazon Cloud est très présent pour plein d'entreprises. Ils hébergent énormément de sites internet. C'est vraiment les grands leaders. Hein. Amazon, là où ils se font le plus d'argent, le plus gros business d'Amazon, c'est pas la livraison, c'est vraiment le service aux entreprises, le B2B, l'hébergement voilà. Tous ces machins-là, là, les serveurs, les clouds, moi je m'y connais pas grand-chose, mais c'est un nom, c'est la filiale d'Amazon a un nom bien spécifique si vous y connaissez. Donc sachez que même si vous boycottez Amazon, rien que le fait d'être sur Internet et d'aller sur des sites, eh ben vous donnez un peu d'argent à Amazon. Non, mais bon, après vous avez le droit de boycotter, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Vraiment. Donc tous les lundis matins, déjà, on va commencer par aller prendre un verre d'eau. Je vais faire un petit truc, tout nouveau, tout chaud, que je mettrai à chaque fois que je m'absenterai pendant 30 secondes. Ok? Vous pouvez continuer à chatter, je reviens dans 30 secondes. J'ai fait une magnifique infographie, regardez. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, je vais même couper le micro, parce que sinon, voilà, on ne sait jamais ce que je peux dire quand je ne suis pas là. Et je reviens prendre mon verre d'eau, j'arrive. C'était rapide, hein, n'est-ce pas? Ouais, je sais. C'est magnifique ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ça très vite parce que j'en avais marre qu'on n'ait pas d'écran de pause comme ça, tu vois, voilà. Donc je me suis dit, un petit truc vite fait, avec la vieille police Arial, tu vois. Mais bon, j'ai fait ça très vite. Je le referai peut-être un peu plus mieux, ultérieurement. Voilà. Hop là. Donc j'ai pris mon verre d'eau. C'est incroyable ce que j'ai fait, hein. Je l'ai fait en 30 secondes, hein. Mais merci beaucoup pour les compliments. Je sais que c'est absolument pas... que vous ne le pensez absolument pas, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, tous les lundis, déjà, programme, c'est argent, finance, etc. Ce matin, donc on va pas faire une libre antenne parce que, pour être honnête avec vous, j'ai cet été... glaner vos questions, parce que vous m'envoyez des fois des questions comme ça sur Instagram ou en commentaire sous les vlogs sur YouTube et tout ça, donc je les note. Là j'en ai 7 des questions qui sont très intéressantes, mais je me suis dit c'est peut-être pas suffisant pour tout un live, donc je les garde, et la semaine prochaine on fera un libre antenne et on parlera de tout et de tout. Hein, on passera par tous les sujets. Mais donc, du coup, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, les questions les plus simples aux questions les plus compliquées, vous me les posez toute la semaine là, que j'ai le temps de les travailler un petit peu. Je vous rassure, je passe pas une journée entière sur chaque question. Hein. Voilà, là, c'est un petit live d'1h30, mais je travaille quand même à chaque fois. Dès que vous me posez une question, je revérifie des trucs et tout. Donc voilà, vous avez une semaine pour en rajouter, et puis comme ça, si on a une petite dizaine de questions, ça permet de faire un bon live libre antenne à chaque fois. Mais là, moi, j'avais préparé un live immobilier que je devais vous faire déjà depuis un moment.
Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ok? Fanny, qu'est-ce que tu dis, toi? Pourquoi un poisson dans les mains? Alors ça, c'était un petit poisson, en fait, c'est une abonnée qui avait fait ces petits dessins-là, qui commentait très souvent les vlogs, je sais pas si vous vous rappelez. Et c'est elle aussi qui a fait nos bannières, Juju Baby, hein, c'est Marine. Marine Cazot de son nom d'illustratrice, c'est Cazaux. Et ça, c'était une petite peluche qu'on avait à l'époque, c'était Noémie qui l'avait. Et c'était une petite peluche aussi qui avait... C'était la marque d'une abonnée d'ailleurs, cette petite peluche. Vous rappelez-vous, c'était les peluches Mero, etc. Vous avez partagé ça. Mais ça remonte, hein, ça remonte. Hein. C'est très très vieux ces dessins-là. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus là ce matin et à tous ceux qui continueront à le faire. Ah, merci à tous. Donc on va parler de toutes les idées d'investissement que vous pouvez faire là, vous, tout de suite maintenant, dès demain. Non, pas dès demain, mais si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous avez une capacité d'emprunt, mais que, pour autant, vous êtes locataire actuellement. Pourquoi je dis mais que pour autant vous êtes locataire actuellement? Parce que des profils comme le nôtre, par exemple, ou comme beaucoup de gens, qui sont donc propriétaires de leur résidence principale, c'est des profils qui... avec le fameux collier d'immunité, ouais, c'est vrai. Effectivement, Lolita, j'ai un collier d'immunité sur le... Ouais, je me rappelais plus de ce délire. Oh là, attention. Ah oui, effectivement, j'avais un collier d'immunité, merci. Bon, allez, j'arrête on se concentre. Et donc, bah, nous, on a un profil, voilà, que plein de gens, de plein de gens. Donc, c'est-à-dire que, bah, voilà, non, on n'a pas de CDI, nous. Et voilà, on a des enfants, on est mariés, et puis on est propriétaire de notre résidence principale. Je ne sais pas si dans le chat, là, vous êtes beaucoup à être propriétaire de votre résidence principale, parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais combien on est ce matin? 60. 60, bah c'est bien quand même, on est 60 ce matin. Donc si vous êtes propriétaire, dites-le moi. Bon, vous savez ce qu'on va faire très vite. Hein. Créer un nouveau sondage. Sondage ici. Hop, comme ça, je vais vite fait voir sur les 60 là. Qui est locataire et qui est propriétaire de sa résidence principale. Hein. Si vous êtes propriétaire, bailleur et donc que vous êtes investisseur déjà, vous pouvez aussi lever la main. Donc là, vous avez un petit sondage là-haut. Vous avez combien de temps pour voter? Vous avez pas beaucoup. Hein, j'ai mis 30 secondes, 1 minute. Voilà. Le sondage est toujours en haut du chat, hein, pour ceux qui ne savent pas. Chez papa, maman, vous êtes... Chez papa, maman, vous avez qu'à mettre locataire. Alors, hébergé à titre gratuit. Ouais. Mais du coup, si tu es chez papa, maman, Marie, et qu'en plus tu travailles, tu vas être intéressé par le sujet de ce matin, vous allez voir. Attention, dépêchez-vous pour voter, parce que là, il y avait beaucoup de temps. Bon, voilà, vous êtes une majorité de locataires pour l'instant, vous êtes 16 à être locataires, 13, mais il y en a plein qui n'ont pas voté. Hein. Ah. C'est en haut du chat, Clémence, oh là là, il y a écrit sondage. Clémence Lavigne, Avril Lavigne. Il y a écrit sondage en haut du chat, et hop, tu cliques sur la petite flèche, mais c'est trop tard, bim. Bon, j'aurais dû mettre un peu plus longtemps. Bon. Donc là, vous êtes apparemment une majorité de locataires, mais je pense que c'est du 50-50 là quand même. Et du coup, les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale, comme nous et comme certains d'entre vous ici, eh ben en fait, on est un peu coincé si on veut investir en immobilier dans le sens où, généralement, quand tu es propriétaire de ta résidence principale, bah, tu as fait un crédit. Généralement, je dis bien généralement parce qu'il y a des gens qui vont acheter leur résidence principale sans crédit ou alors avec un tout petit crédit parce qu'ils vont acheter des maisons qui coûtent pas grand-chose. Ils vont acheter des maisons à 70 000, 80 000 euros. C'est des petites surfaces, c'est avec des maisons à rénover. Donc, ils vont avoir un apport. Voilà, ils vont avoir un apport. Et ils vont faire donc un petit crédit. Ils vont faire un crédit de 60 000, 70 000 euros. Ils vont peut-être avoir 10 000 euros de crédit. J'en connais des amis qui ont ce profil-là, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, c'est des gens qui vont pas payer un crédit sur très longtemps, etc., et qui pourront donc potentiellement
réinvestir assez rapidement, sous 10 ans, en immobilier. Il y a aussi des gens qui font le choix de rallonger leur crédit, leur durée d'emprunt, pour avoir des plus petites mensualités, pour se dire, bon voilà, comme ça je pourrais faire un second emprunt et qui vont créer un... Voilà, les investisseurs immobiliers, c'est souvent ça qu'ils font. Mais effectivement, comme le dit Maë, merci à toi Maë, quand tu es locataire ou quand tu vis chez tes parents, comme Marie, ici présente, par exemple, Marie, elle vit donc chez ses parents et elle est auto-entrepreneur. Je crois que Marie, du coup, tu es dans la diététique, si je me rappelle bien. Bon, de toute façon, diète Marie, à mon avis, c'est ça. Tu dois être diététicienne, si je dis pas de bêtises. Donc, les gens qui vivent encore chez leurs parents ou qui sont locataires, ils ont un profil où, effectivement, comme le dit Maë, c'est plus facile d'investir que si tu es propriétaire de ta résidence principale. Parce que dès lors que tu es propriétaire de ta résidence principale, certes, tu ne seras pas forcément endetté à 33%, comme tu le dis, à Xoubou, donc tu as toujours une capacité d'emprunt disponible, mais si tu es locataire ou, encore mieux, que tu es logé chez tes parents, donc tous les gens qui ont entre 20 et 30 ans, il y a encore plein de gens qui sont logés chez leurs parents, si vous avez un boulot, quel qu'il soit, vous avez une plus grande facilité d'investir en immobilier que les profils, je répète, comme les nôtres. Moi, là, par exemple, nous, avec Bibou, si on voudrait, ça se dit, ça? Si on voulait, plutôt, je pense. Parce que les si n'aiment pas les ré. Si on voulait acheter un appartement en bord de mer, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas parce que là, enfin, sur le papier, on pourrait. Moi, je considère que je pourrais. Je pourrais très bien le faire parce que on a un crédit de 800 € par mois. On a des revenus, on a chacun le SMIC. Donc on a des revenus, je vous l'ai déjà dit, qui sont à de 2500 € net pour le foyer. Donc on a un petit peu plus que le SMIC parce que on déclare tous nos revenus, que ce soit Twitch, YouTube, l'affiliation Amazon, tout ça. Mais comme je vous l'avais déjà détaillé dans un live qui s'appelle Nos dépenses, etc., on a des petites dépenses annexes qui viennent s'ajouter. Et puis après, tu as aussi les dépenses que personne ne déclare, comme les choses que tu vas vendre sur le Bon Coin, ou bref, ou sur Vinted ou autre. Bon, nous, on ne fait pas de Vinted, mais voilà. Donc, on a plus ou moins un revenu de 2500 € net, nous. Et on a 800 € de crédit. Pour la banque, c'est le max. Hein. Si tu fais le calcul, 800, tu divises par 2500, on est à 32%. Voilà. On est à 32%, nous. Donc, on est vraiment au max du taux d'endettement. Merci à toi, Nour. Merci beaucoup, Nour, pour l'abonnement. Ça fait plaisir. Donc, on est vraiment au max du max au niveau de notre taux d'endettement. Sauf que, personnellement, moi, je considère que je pourrais très bien supporter un crédit de 300 € supplémentaires. Je pense qu'on pourrait très bien vivre avec 300, voire 400 € de crédit en plus. Donc ça nous permettrait d'acheter un appartement. Voilà. Donc on aurait 800 € de crédit pour nos résidences principales, 400 € pour notre résidence, notre investissement à droite à gauche. Sauf que voilà, c'est compliqué. Notre banque, ils sont pas chauds pour ça. Et même moi, en fait, je suis pas chaud de fou parce qu'on a d'autres projets sur les 5 années à venir. Mais si je voulais, on pourrait très bien le faire. Sauf que voilà, la banque, ils sont toujours bloqués sur cette histoire de 33%. Je sais pas si vous considérez comme moi que c'est peut-être pas assez, mais après il y a des gens, voilà, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même train de vie, nous on vit très simplement, donc on dépense très peu, donc c'est pour ça que je me dis que nous, voilà, on arrive encore à mettre un petit peu d'argent de côté, cet argent-là, on pourrait très bien l'investir en immobilier. Mais on le fera peut-être d'ici une dizaine d'années. Mais si Jus, elle dit, nous on a pu s'endetter sur plus de 33%. Bah je sais pas comment t'as fait Jus, parce que c'est vraiment très 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 chaud. Hein. C'est vraiment... c'est plus vraiment possible. Hein. Vraiment c'est plus possible. Surtout que même depuis 2 ans,
Je vous en avais parlé dans un autre vlog, mais là, j'ai plus les trucs, mais non, c'est chaud quand même, hein. Ça dépend vraiment des revenus, hein. Et je lisais même pendant le dernier confinement, il parlait pas mal d'immobilier, il disait qu'il y avait des profils de cadres qui gagnaient plus de 4 000 € par mois, qui eux-mêmes pouvaient donc largement s'endetter à plus de 33%. Quand tu gagnes 4 000 € par mois, tu peux avoir un crédit de 2 000 € par exemple. Je veux dire, il te reste 2 000 € pour vivre, c'est largement suffisant, tu vois. Donc, tu peux très bien t'endetter à 50%, hein, suivant ton niveau de salaire. Mais ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Je sais plus exactement pourquoi. Il y avait une histoire, je sais pas, il n'y a pas un banquier qui est là avec nous ce matin. Mais voilà, ça bloquait parce qu'il y avait eu des changements au niveau de l'AMF et tout ça, tout ça. Mais effectivement, après, à une époque, oui, les fonctionnaires avaient plus de facilité. Jus, t'as raison, totalement. Les fonctionnaires, les profs surtout, voilà, les cadres aussi, etc. Donc, mais je sais que là, pendant la crise du Covid, il y a eu des dossiers de prêts qui ont été refusés avec des profils de CSP+, cadre supérieur, etc. Donc, ouais, t'as fait ton prêt en 2018, ouais, bah c'était il y a longtemps, 2018, c'était plus la même époque. C'est plus la même époque. Et il y a des cadres, effectivement, à Xubu qui vivent au-dessus de leurs moyens. Tu as totalement raison. Il y a des gens, même avec 4 000 € par mois, qui vivent comme des princes, alors que bah, 4 000 € par mois, tu peux pas vivre comme un prince, hein. Tu n'es pas... voilà, il faut faire quand même attention. Si tu fais n'importe quoi, tu peux... Il y a des gens, effectivement, cadres, ou même il y a des profs, hein, parce que les profs sont cadres, nous le dit Tahiti Jus. Il y a des profs qui sont endettés, il y a des cadres supérieurs qui sont endettés, qui font n'importe quoi, et qui... Voilà, donc effectivement, faut toujours vivre avec le budget qu'on a, hein. Si on vit au-dessus de ses moyens, on s'en sort pas. Et je vous l'ai déjà dit, qu'on vit en France, dans un pays qui nous permet de vivre de façon correcte, même si on est smicard. Voilà, même si on est smicard, voilà. J'ai même je connais même des gens, j'allais dire des amis à moi, mais c'est pas des retraités qui vivent avec le minimum vieillesse de 900 € et qui s'en sortent très bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin d'acheter des conneries tous les 4 matins. Voilà. Fanny, n'hésite pas, si tu veux des conseils en diététique, à contacter Marie directement en commentaire YouTube. Je crois que Marie aussi, elle commente sur YouTube. Je bois beaucoup de ce matin, désolé. Voilà. Oui, évidemment, après, si tu as 900 € de minimum vieillesse, il ne faut pas avoir un loyer, bien évidemment. Mais logiquement, quand tu es retraité, si tu as fait les choses correctement, tu n'as pas de loyer à payer. Et même si tu as un loyer à payer, ça va être des petites surfaces, hein, ça va être des petites surfaces. Ou alors, ça va être du logement social. Et donc là, c'est des loyers qui restent très accessibles. C'est de toute façon fait, le logement social est fait pour les petits budgets, hein. Voilà, normalement, si tu gagnes 2 000 € par mois, tu n'as pas accès aux logements sociaux. Même si certains qui gagnent beaucoup d'argent sont dans des logements sociaux, ça c'est un autre sujet. Voilà, mais voilà, avec 900 € par mois, quand tu es dans un logement social, voilà, les logements sociaux, c'est des loyers qui restent très très corrects. En moyenne, suivant ton coefficient CAF, mais bon, si t'es à 900 € par mois, les logements sociaux, c'est entre... Il y a des gens qui payent entre 80 et 300 € de loyer, voilà. C'est rare de trouver un logement social où tu vas payer 500, 600, 700 € de loyer. C'est très rare. Très très rare. Parce que voilà, ça peut exister, hein. Mais généralement, on est plus sur une moyenne de loyer de 200 €. Voilà, dans les logements sociaux.
Le RSA, c'est autre chose. Le RSA, c'est 500 euros par mois. Effectivement, si tu as un loyer à 400 euros, Lolita, effectivement, là, c'est compliqué. Il te reste que 100 euros par mois. Là, c'est pas la même chose. Après, si tu as un loyer à 400 euros, normalement, tu avais les APL, hein, Lolita. Hein, voilà. Hein. Parce que, voilà, Jessica, elle nous dit qu'elle paye 87 euros. Bah écoute, tu vois, voilà, c'est 87 euros. Ah, t'avais un loyer à 870. Bah après, il fallait que tu changes aussi, Lolita. Honnêtement, là, t'avais pris un gros logement à 870 euros par mois. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. J'ai jamais payé autant de loyer de ma vie, moi. 870, c'est énorme. Énorme. Même si on a vécu dans des très grands logements, nous. Tu vois, là, ici, on paye 800 euros de crédit pour la maison. Mais après, c'est un crédit, c'est pas pareil. Voilà, mais... Rita, elle dit on n'arrive pas à changer d'appartement quand on n'a qu'un seul salaire et les logements sociaux sont à 1300 et 2000 euros. Non, mais j'y crois pas, j'y crois pas une seconde. Un logement social à 2000 euros par mois, Lolita, c'est pas un logement Rita, c'est pas un logement social du tout. Non, et d'ailleurs, les logements sociaux, t'as pas d'annonce, hein, les logements sociaux, tu vas à la mairie, tu fais un dossier, tu vas pas sur le bon coin pour un logement social, hein, tu vois. Pas du tout, hein. Donc... Après, on parle pas de Paris, par contre, hein, tous ceux qui sont à Paris, c'est pas la même chose. Hein. Même si je l'ai déjà dit, à Paris, tu peux aussi avoir des logements à 400 euros par mois. Moi, j'ai plein de potes qui payent 400 euros de loyer à Paris. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colocation, tout simplement. T'as pas besoin de payer 1000 euros par mois de loyer à Paris. Tu te trouves une coloc et tu peux trouver des colocs où tu vas payer uniquement 300 euros par mois. Vraiment, hein. Non, mais vraiment, hein. T'es à Paris, t'as pas besoin de te dire oh là là, mon loyer va me coûter 800. Pas du tout. Tu cherches une coloc, tu vas à Noisy-le-Grand, tu vas voilà, sur la ligne du RER B, RER E, tu vas un peu plus loin, tu te trouves une coloc, 300, 400 euros par mois, vous mettez à 4. Généralement, c'est les prix. Hein. Tu prends une maison à Paris, les loyers sont entre 1500 et 2000 euros. Tu te mets à 4, ça te fait du 400, 500 euros chacun, voilà. Tu peux. Ah, ce n'est jamais. C'est pas concevable que des étudiants payent 800 ou 1000 euros seuls comme ça, non. C'est des gens qui ont les moyens, tu vois. Mais après, si tu... Après, Rita, ce que tu as dit, c'est... J'y crois pas une seconde, Rita. Hein. 2000 euros le logement social, c'est un château social, comme elle a dit, Clem. Non, non. Donc pour les logements sociaux, c'est à la mairie qu'il faut aller, hein. C'est pas sur le bon coin. Hein. Vraiment, hein. Vous allez à la mairie, vous faites un dossier de logement social... Et bien évidemment que ça ne coûtera pas 2000 euros de loyer, Rita, mais impossible, mais je n'y crois pas une seconde. Ou alors envoie-moi l'annonce, mais c'est impossible. Il y a Camille qui dit à Paris, j'avais un appart à 550 euros intramuros. Ben voilà, c'est un 16 mètres carrés. Non mais c'est ça Camille, c'est ça, c'est que souvent les gens ils disent ouais Paris c'est cher. Paris c'est pas cher, c'est juste cher au mètre carré. Mais si tu veux, tu prends une chambre de bonne, 10 mètres carrés, tu la payes 500 euros. Voilà, toi, tu avais 16 mètres carrés pour 550. Ouais, c'est sûr que c'est pas grand, hein. Mais après, 16 mètres carrés, c'est un studio, c'est correct, hein. C'est incorrect, c'est studio, ça va. C'est tout petit, hein, mais voilà, après... Voilà. Alors, il y a Chimili qui dit, il y a des bailleurs sociaux qui sont... haut de gamme. Non, parce qu'un bailleur social, c'est pas du haut de gamme, justement, tu vois, c'est... Après, oui, tu as des logements sociaux pour les familles, et effectivement, ben là, ça va être plus cher, parce que tu vas avoir des pavillons, tu vas avoir des trucs qui sont neufs, totalement neufs, avec de la domotique, des trucs de malade, où là, oui, je suis d'accord avec toi, Chimili, tu payeras pas forcément 300 euros, tu auras des loyers peut-être un peu supérieurs à 500 euros. Mais jamais tu vas avoir des logements sociaux à 1000 ou à 2000 euros. Hein. Rita, je te répète, hein. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Il faut que tu ailles à la mairie, Rita. Tu dis, voilà, j'ai une famille, on a 3 enfants, etc. Tu fais ton dossier de logement social. Et justement, si tu n'as qu'un seul salaire, c'est là encore plus. Les logements sociaux sont faits pour les gens qui sont en galère, pour les gens qui sont les familles monoparentales, les familles où il n'y en a qu'un seul qui travaille, les gens au RSA, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui sont en incapacité de travailler de par un handicap, de par un accident de travail, de par...
une dépression, je ne sais pas. Le logement social est fait pour les gens qui ont moins les moyens que le commun des mortels, que la moyenne. Donc, par contre, c'est long. Des fois, il faut attendre. Quand tu fais ta demande de logement social, tu l'as pas au bout d'un mois. Mais tu peux aussi te dire, je fais une demande de logement social dans plusieurs villes. Voilà. Surtout si tu travailles à Paris, tu fais une demande de logement social dans plusieurs villes de banlieue comme ça qui entourent Paris. Et puis ensuite, suivant là où tu vas être pris, entre guillemets, parce que c'est vrai, c'est comme ça que ça marche, où ton dossier va passer en commission et être accepté, tout ça. Nous, à une époque, on avait fait une demande de logement social. Donc, je me rappelle, on était jeunes et sans le sou, tu vois. Donc, voilà. Donc, je vois comment ça marche. Donc, voilà, vous faites ça, tac, 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 tac. Tu cibles plusieurs villes. Puis voilà, après, tu attends. Tu attends, ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut les relancer, il faut suivre, il faut vraiment suivre le truc. Il faut faire ta demande dans plusieurs villes aussi. Faut pas te dire, moi, je veux vivre absolument dans cette ville-là, rester dans la même rue et tout ça. Non, si tu travailles à Paris, tu quadrilles. Vraiment. Voilà. Ça a pris 2 ans, elle nous dit Jessica. Mais non, mais c'est ça, oui, il faut pas être très pressé. Donc, voilà. Bon, alors, je vais vous donc recentrer un peu le sujet, parce que là, on s'est éparpillé. Je vais vous donner des petites idées d'investissement si là, vous avez une capacité d'emprunt tout de suite maintenant. Qui c'est qui me parle là? Oh, il me parle. Donc, si vous avez une capacité d'emprunt, que vous êtes locataire ou que vous vivez chez vos parents, je vais vous donner plusieurs idées d'investissement parce que souvent, on se dit, pour réussir sa vie, il faut être marié, avoir des enfants et acheter sa résidence principale. Et que si on est locataire, on a un peu loupé sa vie. C'est ce que la société nous... voilà, souvent ce que la société nous renvoie comme message. Le propriétaire, c'est celui qui a réussi sa vie. Et le locataire, c'est celui qui est en galère. Tu vois? Salut à toi, Chimili. Alors que pas du tout. Pas du tout. Tu peux être locataire tout en étant un très bon investisseur. Voilà, tu peux rester locataire toute ta vie. Moi, j'ai des potes à moi, comme ça, hein, qui ne veulent pas acheter leur résidence principale, qui préfèrent rester locataire. Pourquoi? Parce que selon eux, donc moi, c'est pas le choix que j'ai fait, et je le regrette pas, parce que c'est vraiment des profils différents. Moi, j'ai pas du tout le profil d'un investisseur. Gérer des appartements ne convient pas du tout, me stresserait, je pense. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré partir vers la voie un peu plus sécuritaire du propriétaire. Et ensuite, je vais investir nos épargnes différemment. Mais l'immobilier, c'est pas quelque chose qui m'excite énormément. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui sont friands de ça. Et qui donc préfèrent rester locataire parce qu'ils me disent que voilà, quand tu es locataire, tu as plein d'avantages. Déjà, tu peux partir quand tu veux. Quand tu es propriétaire, tu pars pas quand tu veux de chez toi. Quand tu es propriétaire, tu donnes ton préavis 1 mois ou 3 mois, suivant là où tu habites et suivant la situation de ton préavis. Et voilà, si tu veux changer, déménager, c'est assez simple. Quand tu es propriétaire, c'est rare de vendre sa maison en 1 mois, et même si tu arrives à vendre ta maison en 1 mois, toutes les démarches que ça demande de vendre une maison, c'est beaucoup plus compliqué que d'écrire une lettre de préavis quand tu es locataire, tu vois. Donc ça, c'est un des gros avantages quand tu es locataire. Deuxième gros avantage, c'est que tu n'as pas d'investissement à faire dans ton logement. Il n'y a pas de gros travaux, tu n'as pas de la toiture à refaire. C'est une canalisation pète. Tu t'en fiches. Si un Velux pète, tu t'en fiches. Si tu te prends de la grêle sur tes fenêtres, sur ta pergola, tu t'en fiches. Bref, le locataire a beaucoup moins de soucis. Par contre, non, je trempe pas des jambes, Alice. C'est juste que j'ai un peu frais. Ou alors, vu que c'est mon premier live, je suis stressé, donc je tremble un peu. Je suis désolé. Je vais éteindre la caméra, comme ça vous ne me verrez plus. Et on fera du podcast.
Voilà, donc quand tu es locataire, tu as effectivement plein de choses qui peuvent arriver de façon totalement gratuite. Comme le dit Inohashi, voilà, il a une nouvelle chaudière, enfin bref, voilà. Quand tu es locataire, tu as beaucoup moins de tracas au niveau financier, tu te prends beaucoup moins la tête, tu payes pas de taxes foncières, et aussi, si ton portail électrique casse, tu t'en fiches, enfin bref. Tu as plein de trucs comme ça. Plein d'avantages à rester locataire, moins de frais, tu peux partir quand tu veux. C'est les deux gros avantages. Ok. Effectivement, par contre, comme le dit Florence, quand tu es propriétaire bailleur, tu as ces frais. Totalement, totalement. Mais les profils, le profil d'investisseurs qui décident donc de rester locataires toute leur vie pour avoir des apparts à côté, comme Maé par exemple, et ben ils se disent, je préfère rester locataire de ma résidence principale parce que du coup ma résidence principale, c'est donc quelque chose qui ne m'appartient pas, d'accord? C'est quelque chose qui ne, certes, me coûte de l'argent, parce que tu payes un loyer, mais ce n'est pas quelque chose qui va te bouffer de la capacité d'emprunt, et donc tu vas pouvoir emprunter beaucoup plus facilement auprès de ta banque, et puis aussi tu vas pouvoir bien évidemment te mettre un peu plus la tête dans l'immobilier, te concentrer là-dedans, devenir un vrai investisseur, devenir un vrai chef d'entreprise, parce que les investisseurs immobiliers sont des chefs d'entreprise. Ils commencent généralement avec un appart. Et là, je vais vous dire un petit peu, si vous souhaitez commencer dans l'investissement immobilier, les 3 grandes options que s'offrent à vous, selon moi, il y en a d'autres, mais je vais vous donner les 3 plus grandes façons d'investir en immobilier. Vers quel chemin choisir. Donc tu commences par un et ensuite tu peux finir avec beaucoup. Par contre, là, il faut avoir la tête sur les épaules et se dire que là, tu vas commencer à créer une société. Tu vas monter une société. Vraiment, investir en immobilier, c'est être un chef d'entreprise. Et souvent, on critique les rentiers de l'immobilier, mais les rentiers immobiliers de l'immobilier sont des chefs d'entreprise qui donc achètent des appartements et les gèrent comme ils gèrent n'importe quelle entreprise. Tu vois, voilà, tu as plein de choses à prendre en compte, les charges, les revenus, tous les frais, tu as énormément de choses. C'est incroyable. Moi, à une époque, je regardais des chaînes d'investisseurs immobiliers, c'était hallucinant. Hallucinant, tout ce qu'il faut prendre en compte quand tu investis en immobilier. C'est pour ça que moi, c'est pas du tout fait pour moi. Moi, je suis absolument pas entrepreneur. Je stresserai au moindre problème. Et je sais pas faire de travaux, donc les travaux me coûteraient beaucoup trop cher. Voilà. Parce que quand tu es propriétaire, bailleur, c'est toujours mieux de savoir bricoler un petit peu, hein, pour pas avoir à te ruiner en travaux. Alors, 3 grandes voie d'investissement. Déjà, le truc qui revient très souvent, et je suis entièrement d'accord avec ça, si vous voulez investir en immobilier, c'est de cibler déjà. Premièrement, si vous avez un profil où vous êtes capable d'encaisser la gestion, d'encaisser psychologiquement la gestion d'une location saisonnière de type Airbnb ou de type station balnéaire, ou alors, si à l'inverse, psychologiquement, vous n'êtes pas prêt à partir là-dedans, dans cette gestion à la semaine ou à la quinzaine, et que vous êtes plus dans l'idée d'être propriétaire bailleur sur une année, enfin sur un bail de 2-3 ans, ou sur des logements étudiants. Parce que ce n'est pas du tout le même profil. Pas du tout, pas du tout. La location saisonnière de type Airbnb vous rapportera plus d'argent, mais vous causera plus de soucis. Plus de trouble, j'allais dire. Plus de trouble, plus de soucis. La location classique vous rapportera moins, mais vous causera moins de soucis aussi, et elle va être plus sécuritaire. Cependant, la location classique aussi peut avoir beaucoup de désavantages, notamment si vous tombez sur des mauvais locataires.
Là, le mauvais locataire, lui, dès lors qu'il a signé son bail, il est là pour 3 ans. Hein. Il est là pour 3 ans. C'est pour 3 ans. Tu ne peux pas déloger un locataire en France. C'est très très compliqué. Très très compliqué. Si tu tombes sur un mauvais locataire, de par mon expérience, pas de par mon expérience en tant que propriétaire bailleur, mais avec tous les propriétaires avec qui j'ai pu discuter, dès lors que tu as un canard boiteux, ça te dégoûte totalement du fait d'être propriétaire bailleur. Il suffit d'un canard boiteux. Hein. Il y avait une propriétaire, elle nous disait, elle fait de la location depuis 30 ans, elle en a eu une famille horrible, pendant 3 ans, horrible. Ils ont démonté son logement. Quand ils sont partis, ils lui ont même arraché, je ne vais pas vous dire de quelle communauté ils venaient, mais ils lui ont même arraché les fils de cuivre des prises électriques. Ils sont partis avec tout. Ils sont partis avec tout. Ils sont partis avec tout, avec l'évier. Ils sont tout partis. Qu'est-ce que tu veux faire contre ces gens-là? Tu ne peux rien faire contre un mauvais locataire en France, malheureusement. Le locataire, pas qu'en France, elle nous dit Alice, apparemment en Espagne c'est pareil. Oui, mais après c'est vrai que je ne connais pas les autres pays, hein, mais c'est vrai qu'en France, le locataire est ultra protégé. Il est ultra protégé. Et même en France, il y a même le gros, j'allais dire point noir, mais point noir, c'est même pas suffisant. Parce que le mauvais locataire, sachez qu'un locataire, quand il est locataire, il est chez lui. Hein. S'il veut, il peut changer les serrures, il peut interdire l'accès au logement au propriétaire. Ça, je vous l'ai déjà dit, le propriétaire n'a jamais le droit d'aller dans le logement. Même s'il y a des gens qui disent si, le propriétaire a le droit d'aller dans le logement une fois par an pour vérifier l'état de... Non, ça c'est faux, c'est totalement faux. Les seuls moments où le propriétaire a le droit d'accéder au logement, c'est s'il y a des travaux à faire importants. Il doit demander l'autorisation au locataire, voilà, pour lui dire voilà, il y a des gros travaux à faire, il faut changer la chaudière par exemple, ou refaire la toiture. Il doit quand même lui demander l'autorisation. Et si en cas de vente du bien, voilà, il doit aussi demander au locataire son autorisation pour pouvoir faire les visites. Voilà. Le locataire est chez lui, le propriétaire n'est pas chez lui. Hein. Souvent, les gens disent non, mais quand tu es propriétaire, tu peux rentrer, tout ça. Non, tu ne peux jamais rentrer. Donc, si tu es locataire, tu as le droit de changer les serrures, tu fais ce que tu veux. Comme je vous l'ai déjà dit, si tu veux repeindre les murs en rose, tu as le droit de repeindre les murs en rose, tu fais ce que tu veux, c'est chez toi. Par contre, quand tu sors, si tu as pris le logement et que les murs étaient blancs, tu dois rendre avec les murs blancs. Donc, je ne sais pas si peindre rose, ça vaut vraiment le coup, mais voilà. Mais... donc voilà, et il y a aussi en France évidemment les squatteurs qui font très peur aux propriétaires parce que le squatteur lui ça va être le locataire qui va arrêter de payer mais qui va rester, ou ça va être la personne qui arrive en plein été, qui rentre dans la maison et hop qui change les serrures et qui est chez toi. Tu ne peux pas déloger un squatteur en France, c'est très compliqué, vous l'avez sûrement vu aux informations. Tous les 6 mois, j'allais dire non, toutes les 2 semaines, on a des histoires comme ça de locataires qui ne payent plus ou de squatteurs. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens aussi, comme moi par exemple, qui décident de ne pas être propriétaire bailleur, parce que ça fait quand même peur. Hein. En France, il y a des gens qui sont surprotégés, il faut le dire. On est un pays très social, on veut protéger tout le monde, on veut protéger les plus fragiles, les plus fragiles, c'est le bon mot. Ceux qui sont le plus dans la précarité. Donc on part du principe que si les gens ne payent pas leur loyer, c'est parce qu'ils ne peuvent pas payer. Donc on les protège. La trêve hivernale, on ne peut pas expulser. Bref, tout ça c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a des propriétaires qui disent, les plus vulnérables, merci Alice beaucoup. Il y a des propriétaires bailleurs qui disent non, moi je veux faire que du Airbnb. Parce qu'au moins le Airbnb, les gens ils viennent là une semaine, ils payent à l'avance. Certes, tu peux avoir ton logement qui peut être dégradé en Airbnb, mais tu as des assurances en plus qui sont aussi prises par Airbnb. Toi-même, en tant que propriétaire, tu le sais que ton logement pourra être dégradé, évidemment, si tu fais du Airbnb. Donc, tu fais quoi ? Tu fais attention aux fournitures que tu vas mettre à l'intérieur. Voilà, tu vas pas aller à Maison du Monde pour meubler. Tu vas pas aller à Maison du Monde ou à La Roche-Beaubois, là où... j'allais dire La Roche-Posay, non. C'est pas La Roche-Posay. La Roche-Posay, c'est des crèmes. C'est pas La Roche-Beaubois, c'est quoi les trucs très chers aussi, là en meubles, là, j'ai la marque qui me vient plus. La Roche-Beaubois ? Oh, je sais plus. Bref, tu vas pas mettre des meubles ultra chers dans ton logement Airbnb, tu mettras du Ikea, tout simplement, et puis s'il casse ton meuble Kallax, 16 cases, et ben tu t'en fiches, ça t'a coûté 100 €, tu fais jouer l'assurance, et puis tu peux le racheter, voilà.
Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui préfèrent du Airbnb, qui vont faire des logements propres, beaux, fonctionnels, mais avec des meubles pas chers. Voilà, avec des meubles pas chers. Et de même que dans ton logement Airbnb, tu vas pas mettre la roche-beaubois, merci beaucoup. Tu vas pas mettre du parquet en chêne massif, tu mettras du carrelage par exemple, ou du lino, tu mettras des choses assez simples. Voilà, tu vas éviter de mettre des volets roulants électriques, tu mettras des volets manuels, tu vas éviter de mettre des plaques à induction, tu mettras des plaques électriques, etc., etc. Tu mettras des choses qui te reviendront moins cher si jamais ton logement est cassé par ton locataire Airbnb. Voilà. Tu peux aussi, effectivement, Alice, demander aux agences immobilières de gérer à ta place, totalement. J'allais en parler après, mais oui, la gestion, tu peux déléguer effectivement la gestion de tes biens, sans souci. Il y a même un nouveau métier, j'allais dire nouveau métier, mais même c'est un ancien métier, qui revient de plus en plus à la mode, c'est le métier de concierge. Le métier de concierge consiste en quoi? C'est des gens qui, sur les stations balnéaires essentiellement, s'occupent de l'état des lieux d'entrée et de sortie, et donc de la remise des clés pour les propriétaires. Donc eux, ils vont travailler donc essentiellement le samedi, et donc le samedi, ils vont étaler comme ça 5 ou 6 logements, voilà, et après il y a des concierges qui sont... il y a même des mecs qui ont créé des entreprises de conciergerie, hein, avec du coup des salariés concierges et tout ça. Et donc c'est eux qui vont s'occuper de l'état des lieux, de entrée et de sortie le samedi ou le dimanche sur les stations balnéaires, et les propriétaires ne sont jamais là. Donc passer par un concierge, c'est aussi très bien, parce que du coup le concierge, lui, il va s'occuper de ça, et puis bon, après, évidemment, vous le payez, hein, vous avez une commission à lui donner. Mais tu peux effectivement être investisseur immobilier et partir sur du saisonnier Airbnb sans gérer quoi que ce soit. Soit en passant par des agences qui le font pour toi, mais c'est pas le plus judicieux. Tu peux plutôt partir sur des services de conciergerie. Là, ça va te coûter un petit peu moins cher. Et j'allais dire, c'est moins... quand tu passes par une agence immobilière, c'est plus... il y a moins d'humains, je trouve, quand même. Il y a moins d'humains, parce que d'une allée à l'autre, ça peut être une personne différente qui gère. Quand tu passes par un concierge, tu trouves un bon concierge, et c'est souvent le même. Voilà, tu as une relation plus pérenne dans le temps, et plus agréable. De par les conversations que j'ai pu avoir avec mes potes qui font du Airbnb ou du saisonnier. Je dis Airbnb, c'est vulgairement, hein, c'est pas pour dire qu'ils passent que par Airbnb. Mais c'est vrai que Airbnb, c'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire, je pense, et qui remplace quasiment le mot location saisonnière, tu vois. Je dis, je fais du Airbnb, mais t'es pas forcément obligé de faire du Airbnb, c'est juste, tu vas passer par du Abritel, par Le Bon Coin et tout ça. Mais de plus en plus, les gens disent pas je fais de la location saisonnière, ils disent ouais, je fais de la location Airbnb, tu vois. Alors que leur logement n'est pas forcément sur Airbnb. Hein. Il y a Flo qui nous dit tu peux faire une très jolie déco dans ton Airbnb pour cibler un public plus aisé. Mais pour autant avec des meubles qui n'ont pas une énorme valeur. Mais totalement, Flo, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Quand tu fais de la location saisonnière, le truc à savoir, c'est que il faut que tout ce qu'il y a dans ton logement te coûte le moins cher possible, parce qu'il sera dégradé. Voilà, même tes couteaux, tes fourchettes, tous ces trucs-là, c'est du... Voilà, c'est limite, c'est du jetable. Voilà, tu vas devoir remplacer tes couteaux, tes fourchettes très régulièrement, donc tu vas pas acheter des trucs, la gueule, qui coûtent super cher. Par contre, effectivement, tu peux choisir une jolie déco qui va pas te coûter très cher. Mais il y a des marques qui font ça, hein, c'est pas du très cher, mais tu peux trouver des choses, ou en passant par l'occasion, etc. Mais après... Et il y a Pop and Story qui nous dit dans l'immeuble de mon père, il y a une dame concierge censée faire le ménage dans l'immeuble. Et son logement est payé pour le travail, mais elle ne le fait pas et ils ne peuvent pas l'expulser, cette dame. Ah ouais, dis donc, ah ouais, carrément, là, c'est la concierge qui... La concierge, elle est logée gratos et en plus de ça, elle fait pas son travail. Ah ouais, non mais alors là, ça, c'est le pompon sur la Garonne. Ouais.
Mais après, oui, effectivement, ce que tu mets dans ton logement a un impact sur le public ciblé. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais comme le dit Flo, tu peux faire du très beau sans que ça te coûte très très cher. Donc, voilà, 2 profils. C'est à vous de cibler ce que vous allez faire. Si vous êtes plus à vous dire, moi, je vais faire de la location à l'année. Soit tu te dis, je vais prendre un logement dans ma ville de résidence. Ça peut être un bon moyen, mais il faut que ta ville de résidence principale, ce soit quand même une ville où tu es sûr de trouver des locataires, où tu es sûr que tu vas avoir une vacance locative très faible. Vacance locative, ça veut dire la période où ton logement, entre 2 locataires, sera vide. Si le logement que tu veux acheter pour louer se trouve dans un endroit perdu où il y a peu de demandes de la part des locataires potentiels, tu peux te retrouver des fois à trouver un locataire, il reste 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il te dit je pars, et toi tu es là, tu te dis oh mince, tous les locataires, ils ont toujours, dès qu'ils ont reçu un préavis, ils disent oh non mince, il va falloir que je retrouve un locataire, oh faut que je remette des annonces, faut que j'appelle l'agence, blablabla, blablabla. C'est des démarches, c'est un peu relou et tout ça. C'est pour ça que si vous n'êtes pas capable d'encaisser toutes ces petites choses à faire, bah, vous ne le faites pas comme moi, voilà. Et donc il y a des endroits, des fois il y a des gens, ils peuvent rester 4, 5, 6 mois sans trouver de locataire. C'est super long, ça veut dire que ton logement, pendant 6 mois, il te rapporte 0. 0, 0, 0. Et il te coûte de l'argent quand même un petit peu, même s'il ne te coûte pas grand-chose, mais il te coûte un petit peu d'argent parce que tu as déjà la taxe foncière à payer. Et 6 mois, c'est très long. Moi, je me rappelle quand on cherchait des logements en location, j'avais regardé des annonces quand on a quitté Perpignan pour venir ici. J'avais regardé des annonces. Donc pendant 3 mois, on avait cherché, 3 ou 4 mois. Les logements étaient toujours en annonce sur Le Bon Coin, toujours. Une fois qu'on est arrivé sur Angers, le logement était toujours là. Donc quand je vous dis 6 mois, s'il faut, il y a des gens qui ont une vacance locative bien plus longue que ça. Et alors là, c'est le mauvais plan. Alors là, c'est catastrophique. Si vous n'arrivez pas à trouver de locataire comme ça et que vous restez en vacances et que votre vacance locative est bien trop grande, vous abandonnez ce logement, vous le mettez en vente. Salut à toi Curly. Vous le mettez en vente parce que c'est pas un endroit où vous pouvez trouver du locataire, ou alors vous vous remettez en question sur est-ce que votre loyer est trop cher ou est-ce que votre logement est trop pourri aussi. Donc là, c'est une stratégie à adopter, c'est des réflexions à faire. Vendre, ou alors faire des travaux pour avoir un meilleur logement, plus beau, plus neuf, plus propre, plus frais. Baisser un peu le loyer, je ne sais pas. Mais les gens qui restent trop longtemps sans trouver de locataire, il faut vraiment pas passer des années comme ça. Hein. Il y a Clem qui dit je voulais acheter un immeuble avec 3 apparts déjà loués, mais le gars ne vendait plus finalement. Ouais, c'est vrai, effectivement. Oui, Maë, je m'y connais beaucoup. Ouais. Je m'intéresse beaucoup aux investissements, à plein de choses, mais l'immobilier, c'est pas fait pour moi. Mais tu peux pas savoir si l'immobilier, c'est fait pour toi si tu ne t'y intéresses pas. Moi, je m'intéresse à l'immobilier, à la bourse, au SCPI, à tous les types de livrets d'épargne, etc. Mais effectivement, l'immobilier, j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Mais j'aime bien en parler. À une époque, j'avais regardé pour acheter un immeuble comme toi, Clem, là. L'immeuble que j'avais repéré, il y avait 4 appartements dedans, il était vendu à 350 000 €. Donc il n'était pas vendu très cher. Parce que tu avais du coup 4 logements potentiels sur des loyers aux alentours de 500, 600 €. C'était pas des grandes surfaces. Mais voilà, c'était un immeuble qui pouvait te rapporter entre 2000 et 2500 € de loyer mensuel. Bon, vous faites très vite le calcul que voilà. C'est certes 350 000 €, c'est quand même une grosse somme, mais pour avoir 4 logements c'était localisé, là, la localisation était très bien et tout ça, donc j'avais quand même pas mal réfléchi, mais après très vite j'ai abandonné. J'ai dit non, attends, là tu deviens propriétaire d'un immeuble, grosse surface, grosse taxe foncière, grosse responsabilité au niveau de la façade, de la toiture, des espaces communs, de tous les appartements, tu as 4 chaudières, 4 compteurs électriques, tout ça à gérer. Je dis non, c'est bon. Si tout d'un coup, les 4 locataires, ils t'appellent, mon chauffe-eau fuit, vas-y, allez, paye-toi les 4 chauffe-eau. Enfin non,
J'ai dit non, laisse tomber. Mais voilà, oui, je m'intéresse beaucoup à plein de choses. Donc j'en étais où? Voilà, réfléchir à la localisation, ça c'est très important. Ce qui comporte vraiment très peu de risques, c'est d'investir en immobilier dans une ville étudiante. Vraiment, ça c'est quelque chose, c'est la meilleure idée selon moi, mais ce n'est que mon avis. Clem, moi, il était à 110 000 euros l'immeuble. Ah bah 110 000 euros, ouais, c'est que dalle. Après, c'est un immeuble, à mon avis, 110 000 euros, 3 appartements. Attention, attention, Clem, l'état de l'immeuble, hein, parce que 110 000 euros, c'est que dalle. Hein. Donc ça doit être de l'immeuble de ville, là, de la maison de village, avec les 3 appartements comme ça, superposés, une face, à mon avis c'est ça. Ça devait être une face avec rez-de-chaussée, premier étage, R+2, tu devais avoir les 3 appartes comme ça loués. Celui qui était en haut devait être sous des combles. Tu devais avoir une face, donc peut-être deux faces, mais à mon avis, c'était pas un immeuble 3 faces à ce prix-là. Et c'était pas non plus un immeuble 4 faces, ça c'est sûr. Et donc les bâtiments une face ou 2 faces, que ce soit des immeubles ou des maisons, hein, c'est vraiment pas le meilleur plan, vraiment pas. En termes d'humidité, en termes de circulation de l'air, tu vas devoir payer une VMC énorme, tu vas devoir revoir toute l'aération, toute la ventilation. Voilà, les petits prix comme ça, faut faire très attention aussi. Hein. 110 000 euros un immeuble avec 3 apparts, ouais. T'as bien fait de pas acheter, Clem. Parce que ça t'aurait tout coûté cher, à mon avis, en travaux. Ouais, à mon avis, en travaux, en humidité, en tout ça, ouais, c'est... Ouais. Donc ouais, pour moi le meilleur plan si vous voulez investir vraiment, ce n'est que mon avis, c'est de cibler les villes étudiantes. Vraiment. Vraiment. Parce que les villes étudiantes, vous aurez toujours des locataires. Mais toujours. Par contre, vous n'aurez pas de locataires en juillet-août. Donc c'est des bails, c'est des baux plutôt, pardon, qui courent de septembre à juin. Mais c'est très correct aussi d'avoir des baux qui courent de septembre à juin, parce qu'en juillet-août, toi en tant que propriétaire, si tu veux, tu peux y aller pour refaire des petits travaux de rafraîchissement. Tu peux peut-être en juillet-août essayer de trouver aussi des locataires, parce qu'en juillet-août, suivant la ville où tu es, tu peux faire du saisonnier par exemple. Si tu loues sur Angers, sur Bordeaux, sur Nantes, certes, tu vas être proche de l'université, donc c'est pas forcément le plus intéressant pour de la location saisonnière d'été. À Nantes, bon, les mecs, ils n'ont pas envie forcément de louer du Airbnb à côté de la fac de Nantes ou d'Angers. Même si, honnêtement, Angers... Je parle d'Angers, pourquoi? Parce que Angers, c'est une des villes les plus prisées en ce moment. Depuis le Covid, les prix ont bondi de 34% à Angers. C'est la ville numéro 1 où les prix, au niveau de augmentation des prix, c'est Angers. Voilà. Après, ça a peut-être changé. Moi, c'est un chiffre que j'avais vu il y a 2 ou 3 semaines. Mais voilà, Angers est très recherché. Et donc oui, si vous voulez être sûr de trouver du locataire, pour moi, vous ciblez les villes étudiantes. Les vraies villes étudiantes. Voilà. Quand je dis ville étudiante, c'est pas Paris, par exemple. Non. Hein, c'est les villes étudiantes où il y a un marché pour la location. Voilà. Angers, Nantes, Bordeaux. Des villes de taille moyenne. Voilà. Moi, je suis... Même s'il y en a qui aiment bien Paris, qui aiment bien Marseille, qui aiment bien Lyon, qui aiment bien les grandes métropoles comme ça. Moi, je suis pas fan. Partez plus sur des villes de taille moyenne où il y a une vie étudiante. Où il y a vraiment une vie étudiante. Pas juste où il y a une école de design, etc., privée, qui pourra peut-être fermer dans 10 ans. Non. Où il y a vraiment une vraie fac. Voilà. Nantes, Bordeaux, Angers, voilà, ça c'est des villes, effectivement... Je pense par exemple à Perpignan, là où nous on habitait. Perpignan, il y a aussi une université qui est correcte, qui est très bien, mais qui est petite. Mais si tu achètes un appartement à côté de l'université de Perpignan, dans le secteur Moulin à Vent, etc., c'est une petite cité avec des immeubles qui sont en R plus 5, 6, 7 étages. Donc c'est quand même une cité, bon voilà, c'est quand même des gros immeubles. Ça craint pas, voilà, ça craint pas, il n'y a pas une population, c'est pas la zone, tu es en face de l'université, donc voilà,
tu peux effectivement t'acheter, voilà, il y a plein de villes comme ça, là vous citez Orléans, Amiens, c'est vrai, Amiens effectivement, Rouen, c'est vrai. Alors Lille par exemple, non, Lille moi je le mets pas du tout là-dedans. Lille, pour moi Lille, c'est pas Paris-Marseille, mais Lille pour moi ça reste trop grand, et dès que c'est trop grand, en fait, ça peut t'emmener aussi plus de soucis. Les villes de taille moyenne, c'est plus agréable. C'est plus agréable, voilà. Toulouse, c'est pareil. Toulouse, moi j'ai plein de potes qui ont étudié à Toulouse. Je peux vous dire que les logements dans lesquels ils étaient, c'était pas du tout des logements qui étaient proches de la fac. Ils avaient un petit peu de distance à faire, que ça soit en voiture ou que ça soit je sais pas ce que vous avez là-bas, là, un tram ou un métro, je sais pas, à Toulouse, là. En fait, les villes qui sont beaucoup trop grandes, ça fait que ton logement ne pourra pas être proche de l'université. Ton logement devra être loin, parce que si tu veux un logement proche de l'université, il va te coûter très cher. Et que donc, en fait, une ville où les étudiants sont obligés de s'éloigner à au moins 30 minutes de l'université, c'est pour moi pas une ville où il fait bon investir. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop de gens. C'est trop grand, c'est trop grand. Donc certes, tu trouveras du monde, peut-être, mais voilà, c'est pas... Moi, mes potes, ils étaient à Toulouse, sans déconner. J'ai regardé où ils habitaient, c'était la zone, quoi. Ils habitaient dans des coins. Et je dis, mais pourquoi t'habites aussi loin? Aussi loin, quoi. Je disais, mais sans déconner. Non, c'était beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand pour aller au centre-ville de Toulouse, où tout le monde dit Toulouse, c'est la ville rose, c'est magnifique et tout. Il fallait qu'on mette au moins 40 minutes. Non, c'était infernal. Infernal, donc, trouver une ville de taille moyenne où vous êtes collé à la fac, 10 minutes, 15 minutes à pied. Là, les étudiants, ils seront ravis. Si vous commencez à mettre des annonces en disant à 30 minutes en métro ou en Vélib de la fac, vous aurez beaucoup moins de monde. Voilà. Donc, prenez une ville de taille moyenne où, pour budget équivalent, votre logement se rapproche de la fac. Voilà. Si vous, je sais pas, vous donne 200 000 euros de budget, si vous prenez 200 000 euros de budget à Toulouse, vous devrez acheter votre appart, votre studio, éloigné de la faculté de Toulouse. Et en plus, faculté de Toulouse, c'est très grand, il y a plein de pôles de partout. Alors que si vous allez à Angers, par exemple, ou même à Perpignan, ben là, vous serez vraiment très proche. Vous mettrez sur votre annonce à 10 minutes à pied de la fac, voire à 5 minutes à pied de la fac, voire en face de la fac. Et alors là, vous n'aurez aucun mal à trouver. Et vous pourrez sélectionner les meilleurs profils. Vous serez vous serez les rois du monde. Ok. Je suis en train de vous lire. Ah oui, vous parlez entre vous là. Ouais, donc voilà. Après, ça, c'est mon avis perso. En tant qu'investisseur, futur investisseur, c'est à vous de choisir. Si peut-être que pour vous, vous serez plus à l'aise de vous dire que moi, j'aime bien que mon appartement soit à 30 minutes, voire à 45 minutes de l'université, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de jeunes autour, etc. Certes, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Maë, oui, j'ai déjà parlé de bourse, hein, Maë, tu pourras trouver. J'ai fait un live, du coup, l'année dernière, enfin, c'était au mois de juin. J'ai fait un live sur la bourse. En fait, si tu veux, Maë, tu vas sur la chaîne YouTube du même nom, Juliana et Julien, et il y a tous les replays. Il y a tout le replay depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc tu as tous les replays. Tu as une playlist qui s'appelle Playlist Argent, et tu verras. Le dernier en ligne, là, c'est une libre antenne. Sur les libres antennes, je parle un peu de tout. Et puis, j'en avais fait un effectivement sur la bourse. Donc, moi, voilà, là, c'était mon avis sur les villes étudiantes. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur si vous voulez investir. Si vous voulez rester locataire à vie ou que vous êtes chez vos parents et que vous êtes en capacité d'emprunt, empruntez de l'argent, investissez en immobilier si vous avez le profil pour. Moi, je vous conseillerais de cibler les villes étudiantes. Voilà, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Deuxième possibilité d'investissement, si vous avez plus le profil Airbnb, c'est d'investir en station balnéaire ou en station de ski, ou les deux en même temps. Donc là, vous achetez 2 petits studios. Ça coûte vraiment pas cher. Je peux vous dire que j'ai regardé les prix. Vous pouvez acheter un studio en station de ski dans les Pyrénées-Orientales, à Font-Romeu, etc. pour 80 000 euros, entre 80 000 et 150 000 euros
tu as quelque chose de très correct, et c'est pas des studios, c'est des T1, voire même des T2. J'ai même vu des T2 à 100 000 euros à Font-Romeu, qui sont dans des états très convenables, qui sont au pied des stations de ski. Donc ça, c'est des très bonnes idées d'investissement. Si tu as un profil, encore une fois, capable d'encaisser la location saisonnière Airbnb. Il y a aussi au bord de mer, moi je vous donne les prix pour Perpignan parce que c'est là-bas qu'on a habité, donc dans toute la côte d'Argelès-sur-Mer, enfin de la côte voilà, Argelès-sur-Mer, enfin frontière espagnole jusqu'à Narbonne. Les prix, là encore une fois, pour 70 000 euros, 80 000 euros, tu peux trouver des petites maisonnettes où tu as une chambre en mezzanine et un couchage dans le salon. Donc c'est des studios, c'est pas vraiment des T2, c'est des T1 bis, ils appellent ça, de 30 à 40 mètres carrés, avec donc la possibilité d'avoir 4 personnes, 4 couchages. Il y a même des gens qui l'aménagent pour en faire des 6 couchages pour les familles où il y a 3 enfants et autres. C'est des tarifs très accessibles. Donc si vraiment vous avez un salaire là, que vous êtes smicard, ou même que vous avez un salaire, que vous avez un CDI, que vous touchez 1500, 1800, 2000 euros, que vous êtes locataire, réfléchissez pourquoi pas à acheter. Vous allez à la banque et vous dites voilà, j'aimerais acheter un appart ici, un appart ici. Celui-là il vaut 80 000, celui-là il vaut 100 000. Totalité du projet 180 000 euros. J'ai prévu de les mettre en location Airbnb. Ça me rapporterait tant. Le banquier, s'il a une âme d'investisseur lui-même, il vous dira « Oh, je pourrais peut-être prendre en compte effectivement vos potentiels revenus. » Parce que sachez que si vous faites de la location saisonnière, pas tous les banquiers vont prendre en compte les revenus. Hein. Sachez-le. Hein. Il y a des banquiers qui sont totalement fermés à ça. Et pour eux, l'investisseur immobilier, c'est un fanfaron. Et je ne vais pas du tout le considérer, j'ai pas envie de le considérer comme un chef d'entreprise. Mais il y a des banquiers qui, quand même, sont un peu plus sérieux et ont compris que l'investisseur immobilier, maintenant, c'est un réel chef d'entreprise. Donc voilà, vous arrivez avec votre petit business plan très rapide. Et puis de toute façon, si vous avez un CDI que vous pouvez emprunter très facile, voilà, que vous avez un salaire, même si vous êtes smicard, vous pouvez acheter un bien à 100 000 euros au SMIC. Hein, je veux dire, ça va pas vous faire un crédit de fou. Hein. Ben voilà, vous l'achetez et vous le mettez en location. Et voilà, si vous avez le profil. Airbnb, il faut cibler vraiment les stations balnéaires et les stations de ski, mais familial. Vous n'allez pas à Saint-Tropez, Alpes-Côte d'Azur, tout ça, vous oubliez. Vous oubliez le Var, parce que là-bas, il y a beaucoup trop d'inondations. Je suis désolé pour ceux qui habitent là-bas, mais c'est vrai. Vous ciblez la côte, soit la côte atlantique, le Pays Basque et tout ça, le sud, voilà, de Perpignan à Narbonne. Vous pouvez aller jusqu'à Montpellier, mais passez Montpellier, vous arrêtez, parce que ça devient beaucoup trop cher. Montpellier, Marseille, tout ça, il faut arrêter, non, ça va pas. Vous pouvez aussi les stations de Bretagne, voilà, tout ce qui est la Bolle, même si la Bolle c'est peut-être un petit peu plus cher, mais voilà, tout ce qui est Saint-Nazaire, le Croisic, Guérande, toutes ces histoires-là, toute la côte bretonne, voilà, ça va être des prix qui vont rester corrects. Voilà, entre 80 000 et 150 000 euros, vous pouvez trouver un logement, c'est pas des gros prix, vraiment pas. Et pour ce qui est du ski, vous allez dans les Pyrénées, dans les toutes petites stations, les stations ariégeoises, etc. Et bim, vous trouvez aussi des logements sur des prix comme ça, 80 000, 100 000 euros, vous trouvez quelque chose, vraiment. Il y a Flo qui dit, c'est pas facile à gérer si tu n'es pas sur place pour une station de ski. Mais de toute façon, Flo, franchement, je le répète, si vous partez sur du Airbnb, que ça soit ski ou station balnéaire, vous serez jamais sur place. Sauf si vous habitez dans une station balnéaire. Mais vous avez des services de conciergerie. Vous passez par des concierges. Ou alors, vous faites confiance aux locataires et vous mettez une boîte à clés. Il y a des gens, ils ne font que ça. Ils mettent des boîtes à clés. Les locataires, ils rentrent, ils sortent. Une fois tous les 15 jours, vous pouvez demander à un concierge de venir ou à une femme de ménage, tout simplement. Vous appelez O2, les services de ménage et tout ça. Ils viennent, ils regardent, ils font un petit coup de ménage. Voilà. Si vous avez des locataires corrects, sur Airbnb, en plus maintenant, les locataires, enfin sur tous les services de location comme ça, les gens, ils sont notés, tu vois la tête. Même sur le covoiturage maintenant, même sur Blablacar,
Maintenant, quand tu fais du covoiturage sur Blablacar, je suis désolé, c'est triste à dire, mais tu regardes la tête de la personne. Si le mec, sa tête, elle est dégueulasse, et qu'il a jamais fait de covoiturage de sa vie, tu vas pas forcément l'accepter dans ta voiture. Mais si c'est quelqu'un qui fait de covoiturage depuis 10 ans, qui est bien noté, qui a une tête qui passe bien, tu vas être plus à même à le prendre dans ta voiture. Pour Airbnb, c'est pareil. Les gens, quand ils font des réservations, tu n'es pas obligé de les accepter. Donc, il y a des investisseurs, ils fonctionnent que comme ça, hein, la boîte à clés. Hein. Nous, quand on est allé sur des Airbnb, c'était que des boîtes à clés. Que des boîtes à clés qui étaient cachées dans j'allais dire le hangar à ski. Comment ça s'appelle dans les stations de ski? Les stations de ski, il y a des espèces d'endroits, c'est des box à ski, c'est dans les caves, etc. Bon, bref. Il y avait les boîtes à clés qui étaient là. Dans les stations balnéaires, les boîtes à clés, elles sont carrément à même la porte. Bon, bref, voilà. Et puis, si t'es pas fan des boîtes à clés, tu pars sur les services de conciergerie et tu n'as rien à gérer. Tu n'as pas besoin, toi, d'être sur place. Donc ça, voilà. Si vous avez le profil, vraiment, souvent les gens se disent non, mais moi, je peux pas acheter. J'ai pas du tout l'argent pour acheter un appartement et pour investir ou quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, vraiment. On pense qu'acheter un appartement au bord de la mer, ça coûtera forcément des 1000 et des cents. Non, c'est pas vrai. C'est des petites surfaces. C'est vraiment des petites surfaces. C'est des 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, donc tu ne vas pas payer ça très cher. Je vous répète, vous allez sur toute la côte là, des Pyrénées-Orientales, Fitou, Saint-Cyprien, Canet, en Roussillon, Argelès-sur-Mer, vous avez des choses qui se vendent à 80 000, 100 000 euros, qui n'ont pas besoin de travaux, qui sont en très bon état, qui sont certes anciens, c'est des logements qui vont avoir déjà 30 ans, c'est ancien, mais c'est pas des trucs qui vont te coûter 100 000 euros de travaux. T'es pas en train d'acheter une fermette perdue dans la Creuse, tu vois. Alors, Diète Marie, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Celui de Monaco, il a été acheté au timeshare. C'est quoi ça? C'est quoi timeshare? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est timeshare. Hein. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Je sais pas du tout de quoi tu parles. En viager, peut-être. Peut-être que tu veux dire, elle a acheté en viager. C'est peut-être ça que tu veux dire, elle a acheté en viager. Après, l'achat en viager, je vous ai déjà dit, je vous en parle pas vraiment parce que pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je cautionne. Moi, l'achat en viager, non, tu mises sur la mort de quelqu'un. Enfin, je suis pas à l'aise avec le viager, j'ai pas envie de me renseigner sur le viager et du coup, j'ai pas envie de faire de live sur le viager, vraiment. Vraiment, vraiment. Après, je vous en parle pas, mais je me suis même pas noté, mais il y a aussi des gens qui achètent aux enchères. Il y a des gens qui achètent aux enchères, même de l'immobilier. Ça se trouve de l'immobilier aux enchères. Hein. Et des fois, c'est des très bons plans. Après, il faut connaître des notaires, il faut connaître les sites internet, etc. Là, c'est autre chose. C'est vraiment pour les investisseurs les plus avertis. Ils connaissent les sites d'enchères et ils arrivent à acheter des biens à 100 000 euros qui en valent 300 000. Voilà, mais il faut s'y connaître. Je m'y étais un petit peu intéressé à une époque, mais j'ai aussi là très vite lâché l'affaire parce que j'ai pas, personnellement, c'est trop de stress pour moi. Voilà, c'est trop de stress pour moi. Alors, c'est un achat sur une période donnée. Par exemple, son appart, elle l'a acheté, elle le possède, mais que pour la première quinzaine d'août. Ah, elle l'a acheté en LMNP, du coup, peut-être, Marie. Elle a acheté un appartement, peut-être, en LMNP, en logement meublé non professionnel. C'est-à-dire qu'elle l'a acheté en résidence de tourisme, peut-être. Et c'est de ça dont j'allais vous parler ensuite. Une troisième opportunité d'investissement, et ça aussi, ça peut être très intéressant suivant votre profil, c'est d'acheter en résidence senior ou en résidence de tourisme de type Pierre et Vacances ou de type, je sais que Maeva le fait aussi. Je sais pas quel autre type de résidence le fait si vous êtes dans le game là, si vous connaissez un petit peu. Mais en gros, oui, acheter en résidence de tourisme, c'est quoi? C'est que tu achètes un appartement. Il va être géré par Pierre et Vacances. Je cite Pierre et Vacances parce que voilà,
Il y en a plein d'autres, hein, des grands acteurs comme ça du LMNP, là, logement meublé non professionnel. Le logement t'appartient, mais par contre, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller, tu n'en détiens pas l'usufruit, c'est-à-dire que tu es propriétaire du logement, tu es nu propriétaire du logement, mais tu n'en as pas l'usufruit. Avoir l'usufruit du bien, ça veut dire pouvoir y aller quand tu veux. Non, là, tu n'as pas l'usufruit, donc c'est probablement le cas de ta grand-mère, Marie. Elle n'a pas l'usufruit du bien, elle ne peut pas y aller quand elle veut. Dans son contrat, elle peut y aller 15 jours en août, mais c'est tout. Le reste du temps, c'est pas elle qui le gère, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, il y a des locataires qui sont mis dedans. Et ensuite, tu as donc des loyers qui te sont reversés. Toi, bien évidemment, tu as aussi une commission à verser à la personne qui gère ça. J'ai plus d'eau. C'est pas ça, Marie, c'est autre chose. Bah, renseigne-toi, Marie. Donc ouais, voilà. Après, c'était qui investissait déjà en immobilier? C'était Maë, c'était toujours là. Maë, peut-être que tu peux me dire de quoi Marie parle. Est-ce que tu as des idées? Je vois pas trop de quoi elle parle là. Alors Camille nous dit, en gros, c'est un achat à plusieurs et tu n'as accès qu'à certaines dates. C'est reparti en fonction du nombre d'acheteurs, je crois. D'accord. Ah, peut-être que tu as écrit timeshare, mais peut-être que tu voulais dire ce que tu voulais dire c'était team share. Ok, tu parles pas anglais, Marie, c'est ça? Team share achat, donc team share, team équipe, share partagé. Ah non, c'est timeshare, d'accord. Donc c'est timeshare, share partagé et time. Ah, tu time le temps, d'accord, tu partages ton temps. Ok, d'accord. Bah écoutez, je connaissais pas du tout ce que c'est que le timeshare. C'est peut-être quelque chose de très marginal que peu de gens connaissent parce que dans toutes les émissions immobilières que je peux écouter depuis 10 ans, j'en avais jamais entendu parler. Donc merci Camille, merci Marie. Du coup, je connais pas du tout ça. Donc l'idée, c'est d'acheter à plusieurs. Le timeshare a été très populaire jusque dans les années 70, jusque dans les années 90. Il redevient à la mode depuis 2015 à peu près, notamment pour les investissements touristiques à l'étranger. D'accord. Donc tu n'achètes pas un bien, donc le bien ne t'appartient pas, Marie, contrairement à ce que tu as dit, mais tu achètes un droit de jouissance. Tu achètes donc... Et dans ce cas, si tu achètes un droit de jouissance, tu n'es pas propriétaire, donc tu ne peux pas percevoir de loyer. Donc je vois pas trop l'intérêt. En fait, tu achètes juste un logement dans lequel tu peux aller sans avoir à payer du coup tes 2 semaines de location si tu veux aller sur la côte espagnole ou quoi. Je vois pas trop l'intérêt, vraiment. Je vois aucun intérêt. Je vois absolument pas l'intérêt parce que là, du coup, tu n'as absolument pas de la jouissance des loyers. Sauf si, quand c'est mis en location, les loyers perçus sont redistribués à la quote-part de chacun. Ouais. Là, ils disent dans l'article, acheter une villa 2 semaines par an, c'est moins cher que de l'acheter toute l'année. Certes, ouais, mais non, je vois pas trop l'intérêt. C'est un peu comme les gens qui sont propriétaires dans un camping. À un moment donné, je m'étais aussi posé la question, je me dis, tiens, ça pourrait être un bon plan, ça. D'être propriétaire dans un camping, d'acheter un mobil-home dans un camping parce que tu peux le louer, toi, en tant que propriétaire. Et c'est pas très cher d'acheter un mobil-home dans un camping, ça coûte 30 à 40 000 euros, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais je me suis très vite rendu compte que c'est pas du tout rentable parce que le propriétaire dans un camping, il doit payer un loyer au camping toute l'année. C'est des loyers qui sont pas donnés suivant les campings, c'est entre 1000 et 3000 euros par an quand même. Donc au final, bon, tu ramènes ça en mensualité, c'est pas super intéressant. Et de plus, le propriétaire de mobil-home dans un camping ne peut pas y aller du coup quand il veut. Bon, c'est logique parce qu'il faut aussi le louer essentiellement en juillet-août. Mais bon, du coup, tu es propriétaire dans un camping, bon, tu peux pas y aller en juillet-août. Bon. Le camping peut prendre jusqu'à 30% des loyers perçus, ce qui est normal aussi, parce que c'est le camping qui gère la location. Mais en fait, c'est pas du tout un bon plan. Et c'était un plan, ça, que nos parents faisaient aussi. Nos parents, à une époque, c'était très tendance d'acheter un mobil-home dans un camping. Et tu te disais, oh, je suis propriétaire, je fais de la location saisonnière et tout, mais
à petit prix et tout ça, mais en fait non, c'est pas du tout rentable. Selon moi, après faites vos propres recherches, mais selon moi, c'est pas du tout rentable. Vraiment, les 3 plans les plus rentables, si tu veux investir dans le locatif, c'est la ville étudiante, station balnéaire, station de ski pour le Airbnb, et partir, pourquoi pas, en résidence de tourisme ou en résidence senior, où là, tu vas vraiment déléguer toute la gestion. Donc certes, tu vas devoir verser des commissions plus importantes à la société qui va gérer ta location, mais tu as un logement qui est tout le temps nickel. Quand tu loues en résidence senior ou en résidence de tourisme, ton logement est nickel. Voilà, si tu achètes un logement, je recite Pierre et Vacances, c'est pas pour dire acheter à Pierre et Vacances, c'est juste parce que une fois, j'étais tombé sur une de leurs brochures, mais il y en a plein d'autres. Il y a Maeva, je vous dis, il y en a beaucoup d'autres. Eux, ils te laissent un logement nickel. C'est-à-dire que tu achètes un logement, 10 ans plus tard, tu reviens dans ton logement, il est quasiment, pas comme neuf, parce qu'évidemment, il aura 10 ans, mais il sera très bien entretenu. Parce que c'est eux qui le gèrent. Voilà, tu vois. Et toi, en tant que propriétaire, tu vas donc percevoir des loyers, moins les commissions que tu leur verses, et tu pourras y aller 1 semaine ou 2 dans l'année, sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi suivant votre profil. Si vous avez des enfants, si vous trouvez intéressant de ne rien gérer, si pour vous c'est bien de l'avoir 1 semaine ou 2 dans l'année, bah c'est bien aussi, en période creuse quand même, voilà, tu vas pas y aller en plein mois d'août dans ta résidence de tourisme. Et résidence senior aussi, c'est pas mal aussi. Résidence senior, il y a des grands acteurs du marché, hein, vous avez les pubs à la télé, je vais pas vous les citer, hein. Domitis, je crois, la Seigneurial, à Perpignan, il y a aussi une résidence senior qu'un ami à nous avait, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Résidence senior, c'est un très bon plan. Tu es propriétaire d'un appartement dans une résidence senior, tu sais qu'il sera très bien entretenu, que tu auras des loyers tout le temps, tu vas certes verser une grosse commission à la société qui gère la résidence, hein, parce que voilà, tu vas payer tu as des charges importantes, là, le ménage, etc., etc. Mais c'est une sécurité. C'est une sécurité et c'est un investissement qu'il faut voir évidemment sur le long terme et qui ne te demande aucune gestion, contrairement à la location Airbnb, où là, c'est une gestion hebdomadaire, voire quotidienne, quand tu dois répondre aux gens et placer les gens. Tu peux avoir des périodes de rush où c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné mes 3 grandes pistes où moi, j'irai, mais je n'y vais pas encore une fois parce que je n'ai pas du tout le profil d'un investisseur immobilier. Mais si vous sentez l'âme d'un investisseur, d'un futur chef d'entreprise en immobilier, ça c'est mes 3 grandes pistes. Il y en a d'autres que je ne vous ai pas citées, car je considère que ce n'est pas les meilleures pistes, mais il y a aussi plein d'autres façons de faire. Voilà. Mais faites vos petites recherches, j'espère que mes conseils vous auront été utiles, que ça vous aura peut-être mis des petites graines dans votre tête comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, souvent, ils ont un métier à 20 ans, ils sortent d'un BTS et ils vont être... j'ai un exemple d'un pote, moi, il est sorti, il travaille dans un... Il n'est pas ophtalmo, il est opticien, voilà. Il est opticien. Merci Caro, encore une fois. Merci beaucoup Caro. Je croyais que tu étais parti, Caro, tu ne parlais plus. Ah, merci beaucoup Caro, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. C'était intéressant, c'est ça? Non mais j'ai plein de potes. Effectivement, ils ont 20 ans, 22 ans, ils sortent d'un BTS et tout, ils bossent, donc ils touchent 1300, 1400, 1600, 1800 euros. Ils sont locataires parce qu'ils sont célibataires ou en couple, mais ils n'ont pas envie d'acheter parce qu'ils sont dans le schéma de non, on va pas acheter notre maison tout de suite. Il faut d'abord qu'on se marie, et puis après, j'aimerais qu'on fasse construire, donc est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour faire construire? Tu sais, l'espèce de schéma classique comme ça. Alors que, franchement, si tu as 22 ans, que tu as un métier, que tu es stable et tout, même si tu gagnes 1300, 1400 euros, tu peux emprunter de l'argent. Investis. Si tu as l'âme d'un investisseur, investis en immobilier. Ou alors, investis en bourse. Mais fais quelque chose de ton argent. Fais quelque chose de ton argent, vraiment. Ne le mets pas de côté sur ton livret A pendant 10 ans. Et ensuite, à 30 ans, tu te réveilles en te disant « J'ai pas fait grand-chose ». Ça a été mon cas. Moi, j'ai pas fait grand-chose de mon argent. J'ai commencé... Quand j'ai rencontré Bibou, on avait 23 ans. On avait chacun de l'argent de côté. Bon, bah, il était placé sur des livrets A, des petits trucs comme ça, qui rapportaient pas grand-chose. À 29 ans,
j'ai commencé à me dire, ça va pas du tout là, on va être parents, voilà, Elena, notre première fille est arrivée, voilà, à 30 ans, je dis, c'est pas possible, quoi. Voilà, on va avoir des enfants, j'ai rien fait de mon argent. J'ai rien fait de mon argent, j'ai un livret A qui me rapporte que dalle, non. Donc là, vraiment, mon message, c'est, bon, déjà, si vous avez 30 ans et que vous avez rien fait, c'est pas trop tard, hein, regardez, j'ai commencé à 30 ans à faire un peu, à placer, et si je l'avais fait quand j'avais 20 ans, je peux vous dire que, voilà. Donc, si vous bossez, vous pouvez emprunter, vous empruntez, vous achetez, faites quelque chose de cet argent-là, faites-le fructifier, ne le laissez pas dormir inutilement. Si l'immobilier, ça ne vous tente pas, pourquoi pas, tournez-vous vers la bourse. Allez voir mon live sur la bourse que j'ai fait du coup avant cet été, où j'ai repris toutes les grandes bases de la bourse. C'est quoi la bourse et comment y investir vraiment avec des mots très simples, 100% débutant, hein, débutant. Il est sur YouTube. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu les amis. Hein, vraiment. Que vous avez appris des choses. Que j'ai pu faire germer des petites idées comme ça dans votre tête. Mes beaux-parents, nous dit Camille, ils ont un tout petit village, une maison dans un tout petit village d'Ariège. L'achat de la maison ne coûte quasiment rien, mais tu peux le louer à la semaine tout le long de la saison de pêche ou de la saison de chasse. Effectivement, Camille, effectivement. Il y a des endroits, oui, où tu peux louer des choses comme ça de façon ponctuelle, quand c'est la chasse, quand c'est la pêche. Il y a des endroits aussi où tu peux louer de façon très ponctuelle quand il y a des grands événements. Voilà, il y a des villes comme ça où pendant 15 jours, les gens vont venir dans cette ville. Je pense par exemple à Avignon. Quand il y a des gros festivals comme ça, les gens ils vont y aller. Bon, 15 jours, c'est pas grand-chose, mais voilà. Effectivement, suivant certaines villes comme ça, il y a des bons plans comme ça à choper et il faut juste oser y aller. Voilà. Il y a des gens qui n'osent pas y aller vers l'immobilier. Je le répète, moi j'en fais partie. Donc ne vous sentez pas obligé d'aller vers l'immobilier. Non, il faut vraiment avoir le profil. Tout le monde ne l'a pas. Il y a Rita qui nous dit, est-ce qu'avec un salaire de 1600 € et une famille de 5, donc on peut faire un prêt immobilier pour acheter une maison? Alors, on peut faire un prêt immobilier, Rita, avec n'importe quel salaire. Voilà, n'importe quel salaire. La banque va arriver, elle va te dire, bon, vous avez combien de revenus? 1600 €. Ils vont faire un calcul très simple. Rita, ils vont faire 1600 €. Ils vont calculer les 33%. Voilà, et ils vont te dire, Rita, tu peux emprunter maximum 528 € par mois. Donc, ils vont te dire, voilà, tu peux emprunter 528 € par mois. Ça correspond donc à 33% de ton taux d'endettement. Voilà, et puis ensuite, ils vont faire le calcul, tout simplement. Hein, voilà, ils vont dire 528 € x 12, ça nous fait donc 6300 € par an. Si tu fais donc un crédit sur 20 ans, ça fait que tu peux donc acheter une maison qui te coûte 126 720 €. Voilà, sur 20 ans. Ils vont te dire ça. Votre budget, c'est ça. Madame, vous pouvez acheter maximum une maison qui vous coûte 126 000 €. Voilà, parce que vous ne pouvez pas dépasser 526 € de crédit immobilier par mois. C'est comme ça que ça marche un crédit immobilier. N'importe qui peut acheter, tu n'as pas besoin d'être en couple, t'as pas besoin, si tu as des enfants, ça ne change rien, le banquier, il ne regarde pas ça. Il regarde juste combien tu gagnes, point barre, c'est tout. Voilà, il faut mieux avoir un crédit immobilier, mais Marie, d'ailleurs, je te renvoie, parce que Marie, toi, tu es auto-entrepreneur, je ne vais pas pouvoir trop parler de ça, parce que je vais vous laisser là aujourd'hui, mais Marie, tu vas sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, il y a un live qui s'appelle « Peut-on acheter une maison sans CDI ?» Et là, on explique avec Bibou comment nous, on a acheté notre appartement de Perpignan et cette maison-là sans CDI. On explique comment est-ce que les auto-entrepreneurs peuvent acheter, comment est-ce que tous les gens qui sont à leur compte peuvent acheter, les intermittents du spectacle peuvent acheter, les gens qui sont en CDD peuvent acheter, les gens qui font des saisons peuvent acheter, les gens qui font de l'intérim peuvent acheter. Tout le monde peut acheter, il faut juste savoir de quoi tu parles et que quand tu arrives devant le banquier, tu saches de quoi tu parles, tu aies des comptes au vert, etc. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Va voir ce live, Marie, vraiment, parce qu'on explique absolument tout. Et les choses les plus importantes à savoir, c'est qu'il faut que tu sois dans le vert tout le temps, que tu gères ton argent, que tu ne fasses pas, que ta banque n'ait pas à t'appeler tous les 4 matins parce que tu as des découverts, etc., etc., etc. Bref, mais retourne voir ça, vraiment.
Va voir ce live. Peut-on acheter une maison sans CDI? Va le revoir, du coup, si tu l'as déjà vu, ouais. Avec mon mari, Flo, elle nous dit, avec mon mari, on a acheté notre premier appart il y a 1 an, 25% d'endettement. Mais nous avons pour projet d'ici 5 à 6 ans d'acheter une maison qui nous coûtera sûrement plus cher. Conseillerais-tu d'investir dans dans ton premier appart, là, tu y vis ou il est en location, ton appart? Parce que c'est pas pareil. Tu fais quoi de cet appartement-là? Tu fais quoi de cet appartement? Et ensuite, cet appartement, qu'est-ce que tu vas en faire aussi quand tu vas acheter ta maison? Parce que ça aussi, c'est pareil. Parce que si tu vis dans cet appartement-là, que c'est ta résidence principale, ensuite tu veux acheter une maison, cet appartement, soit tu vas le vendre pour avoir un gros apport, du coup, un plus gros apport pour solder ton premier crédit et pour pouvoir emprunter. Et pour pouvoir emprunter pour acheter une grande maison. Là, tu as exactement le même schéma que nous. Nous, on a acheté un appart, on l'a vendu, et cette maison, elle vaut plus du double de l'appart. Et donc, la vente qu'on avait fait là-bas nous a permis d'avoir un apport. Certes, il fallait qu'on solde le crédit restant, mais il nous restait quand même de l'argent qu'on a mis en apport ici pour pouvoir acheter plus grand. Donc, il y en a qui font ça. Il y en a aussi qui gardent leur appartement et qui le mettent en location. C'est aussi une possibilité. Et donc là, tu vas voir ta banque, tu dis on a un appart, on a un locataire, etc. Ou on va avoir un locataire et on veut acheter ça. Voilà. Ouais, non, mais après, voilà, si tu penses que vous n'aurez pas suffisamment de budget, tu vends l'appart. Comme ça, tu soldes ton crédit et tu auras un petit apport supplémentaire. Vraiment, c'est ce que nous, on a fait. C'est ce que plein de gens font. Après, non, je pense que ça peut être la meilleure solution. Ben, merci à tous. Et il y a Léa qui dit c'est intéressant parce que je pensais vraiment qu'il fallait avoir un très bon salaire pour emprunter. Non, Léa. Voilà, je répète, tout le monde peut emprunter. Il faut juste aller voir ton banquier et avoir une bonne relation avec ton banquier aussi, hein, bien évidemment. Il faut connaître ton banquier avant. Il faut le séduire, il faut l'amadouer, il faut prendre ton assurance habitation chez lui. Pourquoi pas un forfait téléphonique? Pourquoi pas une carte bleue premium? Il faut le caresser dans le sens du poil. Il faut être un bon client. Voilà. Si tu as un profil bizarre comme le nôtre, comme les gens, comme ça, beaucoup de gens, il faut le caresser dans le sens du poil. Vraiment. Il y a Alice qui dit « Et j'arrêterai après ça. On a été voir la banque, pas moyen d'emprunter au-dessus de 80 000 malgré le salaire de 1 700 € car il faut garder un reste à vivre pour chaque enfant de 300 €, donc 900 pour 3 enfants. Alors ça, non. Alors Alice, alors ça, moi, non, pas du tout. Alors ça, le banquier ne nous a absolument pas parlé de ça. Il n'y a pas de reste à vivre par enfant. Alors là, change de banque. Non. La règle qui prévaut, c'est les 33% d'endettement. Il n'y a pas d'histoire de... Non. Alors là, moi, j'ai jamais entendu ça. Alors là, jamais. Change de banque, Alice. Surtout que si tu nous dis que tu es toujours au vert, que tu économises bien, que tu n'as pas de crédit, donc tu as un profil parfait... Tu vas voir ton banquier, tu lui dis, écoutez, nous on a un bon profil, tu t'en vas. Crédit agricole, c'est nul. C'est nul. Le crédit agricole, c'est nul. C'est comme la banque postale ou la BN. Non, c'est pas... Non. Non. Voilà, tu vas voir un courtier, tu changes de banque, etc. Il y a Rita qui dit, mais est-ce qu'on peut trouver des maisons pour 126 000 €? Alors non, Rita, mais encore une fois, Rita, tu prends pas le problème dans le bon sens, Rita. Enfin, oui, si déjà, oui, tu peux trouver des maisons à 126 000 €, mais sauf qu'il ne faut pas habiter à Paris. Voilà, donc après, c'est vraiment à chacun de voir où il veut vivre, comment il veut vivre. Tu peux trouver plein de maisons à 126 000 €, même pour une famille de 5. Par contre, si ce que tu veux, Rita, c'est que chacun ait une chambre, non, là, c'est pas possible. Tu ne trouveras pas un F4 à 126 000 €, sauf si tu vas dans une campagne perdue. Voilà. Donc c'est vraiment, en fait... se remettre un peu en question et se dire, est-ce que là où je vis, la localisation où je suis actuellement me convient-elle? Est-ce que la vie que je mène actuellement, de par où j'habite, mon travail, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Est-ce que je ne serais pas mieux en habitant ailleurs, un peu plus loin, un peu plus perdu? Oui, mais si je suis perdu, comment je vais aller au travail? Faire plein de calculs comme ça qui font que, au final, on se rend compte que des fois, s'éloigner, c'est pas plus mal aussi. Tu vois? Il y a Clémence qui dit « Moi, j'ai une maison, elle a 5 chambres et elle vaut 85 000 €. » Merci à toi, Clémence. Ça peut, comme ça, Rita, elle peut voir, effectivement. En Ariège, tu as des maisons à 90 000 €. Voilà, effectivement. En Ariège, oui, mais même sans aller en Ariège, effectivement, voilà.
tu as des choses comme ça qui se font, mais il faut juste choisir où tu vis. Voilà. Bon, je vous laisse. Merci à tous pour ce live. Bibou va faire à manger. Il faut que j'aille donc m'occuper de Noémie. Gros bisous. Merci beaucoup. Ce live sera en replay, bien évidemment, sur YouTube d'ici 15 jours plus ou moins, ou en replay instantanément sur Twitch pour tous ceux qui sont abonnés. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Merci à tous, que ce soit via Prime ou via l'abonnement payant. Je vous rappelle que si vous avez Prime, comme Camille par exemple, Camille Lab 32, Camille, n'oublie pas de te réabonner avec ton compte Prime. Tu peux le faire gratuitement. Il faut juste que tu reçuives la petite procédure. Et ça nous aidera énormément. Tu vois, Camille, tu n'as pas la petite étoile blanche et violette là. Voilà, et je vois que tu es Prime parce que tu as la petite couronne Prime. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont fait le petit cheers. Merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir. Très bonne fin de journée. Hein. Merci à tous et rendez-vous mercredi prochain live, 20h30 pour la danse. Et ça va être quelque chose de... Soyez là. Vous allez voir, ça va être nouveau. Il y aura quelques petites nouveautés. J'espère que ça va vous plaire. Allez, gros bisous. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Très bonne journée. Ciao. Merci beaucoup.